troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Yassine Bouali, et Jean-François Akanji et Daouda Tall. Et on reste en Guinée et c'est peut-être une bonne nouvelle pour le pays puisque depuis 2014, il est sous sanction de l'Union européenne qui l'a inscrite sur la liste des pays tiers non coopérants à cause de la pratique de la pêche illicite et du manque d'un plan national de contrôle et de surveillance des eaux maritimes. Mais toutefois, les autorités multiplient les rencontres avec les dirigeants de l'UE pour la levée de ces sanctions et cela pourrait être très imminent, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Les négociations se multiplient entre la Guinée et ses partenaires de l'Union européenne pour la levée des sanctions sur la pêche illicite dans le pays. Cette mesure empêche en effet le pays d'accéder au vaste marché que représente l'UE. Selon le ministère en charge de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, de bonnes perspectives se dessinent désormais en vue du retour du pays sur la liste des pays coopérants. Une rencontre entre l'institution européenne et le gouvernement guinéen s'est tenue récemment pour négocier les conditions du retrait du pays de cette liste noire due à une mauvaise exploitation des ressources halieutiques du pays. On est revenu de Bruxelles extrêmement satisfait et nous nous attendons avant longtemps à l'officialisation du retrait du nom de la Guinée sur la liste noire de l'Union européenne. Les débats ont tellement bien évolué et nous espérons que cette décision ne devrait plus tarder. C'est une question de temps et je pense que tout milite en notre faveur pour que la sanction-là soit levée. L'un des objectifs majeurs du gouvernement guinéen est de parvenir à la levée de cette sanction qui non seulement n'honore pas le pays, mais le prive en plus de marchés capables de générer des ressources financières importantes. Cela passe entre autres par la construction d'un laboratoire de certification, la construction du port industriel de pêche et le renforcement des capacités des cadres du secteur. Le marché européen est extrêmement vaste. Vous savez que l'Union européenne est composée de 27 pays et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engager de revenus supplémentaires pour nos artisans et qui pourront permettre de développer le secteur. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de l'économie guinéenne. Une bonne partie de la population évolue dans ce domaine et l'ouverture des marchés aussi vastes et demandeurs que celui de l'Union européenne est comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. D'où le combat des autorités depuis plusieurs mois de pouvoir accéder à nouveau à cet espace générateur de devises. Daouda, on voit un ministre des Pêches qui multiplie les rencontres avec les dirigeants de l'Union européenne. Ça faisait des années qu'un ministre des Pêches guinéen n'avait pas rencontré ces dirigeants. Est-ce que la Guinée prend enfin le secteur des pêches au sérieux ? Oui, elle le prend au sérieux. Je ne suis même pas sûr qu'avant, elle ne le prenait pas très au sérieux. Parce que bon, là, il faut voir que l'Union européenne avait interrompu effectivement à cause de la pêche illégale le partenariat. Mais moi, le plus important dans cette histoire, c'est que les pêcheurs locaux puissent avoir accès aux ressources qui sont dans la mer. Les côtes guinéennes, cette façade de l'Atlantique, les côtes guinéennes, mauritaniennes et sénégalaises sont l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Donc il faut d'abord que cette pêche profite aux pêcheurs locaux en termes de création d'emplois, d'accès à des revenus, d'amélioration de conditions de vie des pêcheurs. Maintenant, l'Union européenne revient. Ce qui est présenté aujourd'hui comme une excellente nouvelle, on a entendu le ministre en charge de la pêche. Moi, je suis un petit peu nuancé à ce niveau-là, parce qu'on connaît, quand l'Union européenne déploie ces gros bateaux, on connaît les dégâts que ça fait derrière. Hein, et maintenant, on a vu ça dans d'autres pays, dans des pays voisins, au Sénégal, hein, on peut le dire, en Mauritanie. Et il y a même des espèces qui deviennent plus rares. Les pêcheurs sont obligés de faire beaucoup plus d'efforts pour avoir accès à la ressource. Quand vous pêchez avec une pirogue et avec des bateaux, c'est quand même pas la même chose. Et puis l'Union européenne a parfois des politiques qui sont incohérentes. C'est ce qu'on appelle l'incohérence des politiques de développement. Vous ne pouvez pas aider les agriculteurs et inonder le marché local d'oignons européens et d'autres produits. Vous ne pouvez pas vouloir aider les pêcheurs à travers des ONG, des projets de développement et donner au budget de l'État et derrière envoyer vos bateaux. Bon, c'est peut-être une bonne chose, je l'espère pour la Guinée, mais j'en suis pas totalement convaincu. Jean-François, finalement, on continue de voir nos États africains sanctionnés à coup de sanctions de cette façon. Est-ce qu'il n'y a pas une infantisation de nos pays ? Alors, ce sont des sanctions qui sont assez récurrentes hein, dans les relations avec l'Union européenne. Et puis,
C'est une manière de... On est dans des rapports de force. Si nous avions la force, peut-être que nous appliquerions la sanction que l'Union européenne a appliquée, qui est une sanction que je peine encore à comprendre. Parce que qu'il y ait pêche illicite, compte tenu du fait que la pêche guinéenne est une pêche essentiellement artisanale, quel dommage y a-t-il pour le marché commun, pour le tarif douanier extérieur commun, pour le marché européen? Et puis qu'il n'y ait pas de dispositif de contrôle de la pêche. Beaucoup de pays africains sont dans cette situation-là. C'est même plutôt nous que cela pénalise, les pays africains que cela pénalise, parce que précisément, ce sont les gros tonniers. Les gros tonniers qui arrivent et qui viennent d'Europe, mais qui viennent aussi de Chine, du Japon, etc. Donc, bon, vous avez parlé d'infantilisation, c'est vrai. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Mais est-ce que ça n'annonce quand même pas une nouvelle ère, en tout cas pour les relations entre la communauté européenne et la Guinée? Est-ce que c'est pas positif sur le long terme de toutes les façons? C'est toujours positif de coopérer quand on a un État. C'est encore mieux quand on peut coopérer d'égal à égal. On en est très loin. C'est encore beaucoup mieux si on peut coopérer en ayant en considération les intérêts mutuels. Et ça, on en est encore très loin. Mais ça, c'est mieux que la guerre. Dans quelles conditions, Monsieur Boily. C'est dans quelles conditions cet accord a été conclu ou va être conclu? Voilà. En tout cas, les discussions continuent. Le ministre guinéen Daouda, il a notamment sollicité de la part de l'Union européenne une aide à la formation, en tout cas des cadres du secteur des pêches. Ça fait encore défaut? Oui, ça fait défaut, ça c'est une bonne chose. C'est toujours... Et encore une fois, on se tourne vers l'Union européenne pour former des personnes qui vont travailler dans des eaux que les Européens ne connaissent pas. Exactement, et c'est surtout le fait qu'il y a une incohérence des politiques de développement. On donne de l'argent pour former, parce que ça rentre dans le cadre de l'aide publique au développement, hein. Les formations des Guinéens à la pêche, et derrière, par contre, c'est pas sûr qu'ils profitent vraiment de la ressource, ça revient au même. Il y a un élément qu'il faut noter, cet accord peut être une bonne chose si l'exportation de la pêche, des produits issus de la pêche vers l'Europe, puisque l'accord, il s'agit de ça, si cette exportation est faite par des entreprises gérées par des Guinéens avec un capital national, local, ça ce serait une bonne chose. Mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être des entreprises européennes qui vont... Et avec une belle ouverture du marché européen aux produits qui viendraient de la pêche guinéenne. Ça reste à voir les conditions dans lesquelles on admet ces produits-là sur le marché européen. En tout cas, ça va sans dire que cette levée de sanctions, en tout cas une ouverture des marchés européens, pourrait bénéficier, bien sûr, à l'économie de la Guinée. Je vous propose tout de suite d'aller aux chiffres du jour. Alors, 2 millions de voyageurs par an. Voilà la capacité du nouvel aéroport mauritanien inauguré ce 27 juin par le président Mohamed Ould Abdelaziz. L'aéroport international Umtunzi peut recevoir les grands avions tels que les Airbus 380 et les Boeing 780 et il est situé à 20 km de Nouakchott. L'ancien, en tout cas, aéroport est en plein centre-ville. Daouda, c'est une infrastructure qui va rivaliser avec l'aéroport de Dakar et notamment avec l'aéroport Blaise Diagne qui, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, il est toujours en construction. Je m'attendais bien à celle-là, Anne-Marie. Et d'ailleurs, vous aurez pu dire Nouakchott et Praia. Oui. Mais bon, je vais quand même répondre à la question. Moi, je pense que c'est une excellente chose, cet aéroport. Et d'ailleurs, les Mauritaniens sont allés beaucoup plus vite que Dakar. Ça fait des années qu'on attend cet aéroport Blaise Diagne, comme vous le dites, qu'on nous présente comme étant nouvelle génération, avec beaucoup de problèmes dans la contractualisation. On a dû changer d'entreprise, on a dû faire appel aux Turcs, alors qu'à la base, c'était d'autres, Bin Laden Group. Donc voilà, il y a pour cette fois-ci un exemple à prendre sur la Mauritanie. En tout cas, c'est une mise en service qui n'est pas très anodine parce que dans un mois, il y aura à Nouakchott, en tout cas, le 27e sommet de la Ligue arabe qui est prévu du 25 au 27 juillet. Jean-François, la Mauritanie entend bien se positionner? Mais c'est très bien que la Mauritanie se positionne, c'est très bien aussi que quel impact ça peut avoir pour toute la sous-région d'après vous? C'est très bien aussi que nous, en tant que simples consommateurs, nous ayons le choix pour aller à Dakar, d'atterrir à Dakar ou d'atterrir à Nouakchott et de visiter un peu en revenant
toujours à Dakar. Hein. Donc, mais c'est avoir des infrastructures portuaires, aéroportuaires, c'est toujours une excellente chose. Maintenant, on est toujours dans des logiques nationales, c'est très bien pour l'État en question, mais un peu de coordination, on le souhaite toujours, de la coordination entre les pays quant à l'exploitation de ces infrastructures-là. Ça ne ferait pas de mal. Ça vous encourage à aller à visiter la Mauritanie? Bien sûr, c'est un pays voisin, c'est un pays frère. Mais ce que vous n'avez pas précisé, c'est qui va exploiter cet aéroport de Nouakchott? C'est quelle entreprise qui va l'exploiter? Ah, ça c'est la question. Est-ce que c'est pas ADP? Je sais pas. Voilà, donc on a beau construire des grands ouvrages ou des grandes réalisations, mais il faut savoir aussi pouvoir les exploiter et les rentabiliser d'une manière en interne. C'est derrière on construit pour que c'est d'autres qui viennent l'exploiter, ça revient. Sur les aéroports, moi je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des groupes étrangers qui ont le savoir-faire, qui viennent exploiter. Le tout réside dans le contrat de concession ou de contrat d'exploitation pour que les intérêts du pays puissent s'en sortir. Aujourd'hui, on est dans ces logiques-là où Aéroport de Paris, par exemple, se retrouve à gérer l'aéroport je sais pas moi, en Turquie, etc. Il gère par exemple l'aéroport d'Alger. En tout cas, là, il y a... Mais bon, c'est une question intéressante, mais je pense que c'est surtout la question des contrats sur lesquels nous ne sommes jamais assez attentifs. On voit les grosses enveloppes, les gros sous, et puis ça nous suffit. Et virtuel, hein. Est-ce qu'aussi ce qu'a relevé tout à l'heure Daouda, qui est quelque chose de très pertinent, l'avancée des travaux de l'aéroport de Nouakchott, il n'y a pas derrière des enjeux géostratégiques. En tout cas, les Mauritaniens sont allés plus vite que les Sénégalais. Oui, mais je rêve pour finir, je rêve quand même d'une chose en matière de tourisme. Là, on parle de 2 millions de passagers. Qui est un jour des touristes qui viennent se poser à Dakar ou à Nouakchott, ensuite faire la Guinée et ensuite faire la Mauritanie. Maintenant, il en reste à nos tourisme compagnies régional. africaines. Nos Voilà. Nos compagnies aériennes africaines maintenant doivent relever le défi. C'est la fin de ce débat. Merci encore, Monsieur Bouali, d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous également, Daouda Tall. Merci Anne-Marie, c'est un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et à vous, Jean-François Akanji. Merci Anne-Marie. C'était la première fois que nous nous retrouvions ensemble ici. Faisons le vœu que ça se renouvelle. Absolument. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.